È per me davvero un grande piacere presentare oggi la conferenza del professor Jean-Yves Mollier, Sempre più libri. Non si tratterà semplicemente di ripercorrere la storia del libro, bensì di affrontare più precisamente un fenomeno di grandissima rilevanza, cioè la rivoluzione culturale rappresentata dalla nascita dell'industria del libro. Jean-Yves Mollier è uno dei massimi studiosi contemporanei di questi temi, si è occupato di storia del libro, dell'editoria e dei media tra il XIX e il XX secolo. È professore di storia all'Università di Versailles, già direttore del Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés e attualmente vicepresidente dell'Association pour le développement de l'histoire culturelle de la Société des études romantiques et XIX-istes. Jean-Yves Mollier è autore di molteplici opere, molti dei suoi studi, articoli e conferenze sono anche tradotte in italiano. Io ricorderò solo alcune delle opere prodotte in francese, tra cui Culture des masses et culture médiatique en France et dans les Amériques, edito da Presse Universitaire de France, Édition Presse et Pouvoir en France au XXe siècle, Fayard, e insieme ad altri Dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine, sempre Presse Universitaire de France, e da ultimo 2015 A notre histoire de l'édition française uscito presso Fayard. Prima di lasciare la parola al professor Mollier, permettetemi di aggiungere ancora una cosa. Oggi sul Secolo XIX è uscito un articolo a firma del professor Mollier, quei romanzetti d'appendice che rivoluzionarono stampa e cultura. Ecco, questo articolo sintetizza perfettamente il senso della rivoluzione culturale incarnata dalla nascita dell'industria del libro, che non è stata semplicemente una maggiore diffusione della cultura, ma un vero e proprio cambio di paradigma. Ricordo che uno dei massimi intellettuali italiani, da poco scomparso, Umberto Eco, proprio parlando della nascita dell'industria del libro in Apocalittici integrati, parlò di un processo irreversibile di democratizzazione della cultura. A questo fenomeno si sono opposte le elite del potere religioso, sociale, politico dell'epoca, proprio perché vedevano messa in discussione l'idea che la cultura fosse prerogativa di un'elite, prerogativa di pochi. Questo è importante per farci cogliere qual è il senso e il significato dei libri e della lettura. Il piacere della lettura non è qualcosa di inoffensivo, nel piacere della lettura è in gioco il potere e i libri sono degli strumenti, potremmo dire alla lettera, di potere popolare nel senso proprio del termine, cioè sono strumenti di democrazia, sono strumenti di democrazia. Per questo quando la politica si occupa di cultura o di libri non si occupa semplicemente di fenomeni marginali, ma del cuore stesso dell'agire politico. Quindi è auspicabile che ci siano sempre più libri, come il titolo della conferenza, perché questo significa che ci sarà sempre più democrazia. Grazie e lascio la parola al professor Jean Mollier. Merci pour ces paroles si agréables, si généreuses, et merci également de m'offrir ce cadre extraordinaire de la salle du Conseil majeur, où j'ai l'impression qu'à la fois Cristoforo Colombo et Simone Boccanegra sont là pour m'écouter. J'ai choisi comme titre de cette conférence Siempre più libri. La révolution de l'imprimé, pour parler comme l'historienne américaine Elizabeth Eisenstein, ne s'est pas produite au XVe ni au XVIe siècle, lorsque la réforme provoque l'essor des langues vernaculaires, mais beaucoup plus tard. Ce n'est en effet qu'au XIXe siècle que l'Europe du Nord et de l'Ouest a enregistré la formidable explosion de l'instruction universelle qui devait en changer le visage, avant de se répandre sur la totalité du continent au siècle suivant. L'Italie d'avant 1914 demeurait largement sous-alphabétisée, comme le Portugal et l'Espagne, bien entendu, la Russie, la Pologne, la Roumanie et la majeure partie de l'Europe centrale et orientale. Toutefois, même dans les pays qui ne connaîtront cette révolution culturelle silencieuse qu'après la fin de la Première Guerre mondiale, les industries liées à l'essor de la culture avaient entamé leur marche inexorable dès la seconde moitié du XIXe siècle. La romancière Carolina Invernizio, dont Gramsci comparait la production romanesque
avec celle d'une poule pondeuse, connut ses succès les plus importants dans les années 1880 à 1900. Et si on ne lit plus guère aujourd'hui La Bastarda ou Amori Maledetti et Baccio Infame, le philosophe marxiste le plus connu d'Italie n'éprouvait aucune gêne à se référer à son œuvre quand il évoquait les questions d'éducation des masses. L'Espagne avait connu un phénomène similaire avec la popularité qui entoura le romancier Benito Pérez Galdós, dont Tristana, adapté par Luis Buñuel au cinéma, est dans toutes les mémoires. Carolina Invernizio et Pérez Galdós symbolisent à la fin du XIXe siècle une nationalisation linguistique et culturelle d'un phénomène né pour l'essentiel en France, celui du roman feuilleton qui fit alors le tour du monde. Un homme résume à lui seul la capacité de ce genre littéraire, né au milieu des années 1830, à submerger toutes les digues construites à la hâte pour lui résister, Alexandre Dumas. La vogue de son patronyme fut telle, en Amérique latine, où il ne posa pourtant jamais le pied, que la jeune nation uruguayenne donna à son hospice des enfants trouvés de Montevideo le nom du père du comte de Monte Cristo au début des années 1840. Quant aux ouvriers des manufactures de tabac de la Havane, ils ont fait du Monte Cristo le symbole de l'excellence en matière de cigares, au point qu'aujourd'hui encore, les amateurs de Havane considèrent le Monte Cristo comme l'une des marques mythiques qui ont fait la réputation de l'île des Caraïbes avant la révolution castriste de 1959. Les cabinets de lecture du Nouveau Monde donnaient à lire les œuvres de leur idole en même temps qu'à Paris ou à Milan, et dans cette dernière ville de Lombardie, la contrefaçon permettait aux lecteurs férus de littérature française de dévorer Il Medico di Campagna de Balzac dès 1834, quelques semaines après sa publication à Paris. Le libraire Gaspare Truffi l'avait introduit dans sa célèbre collection Romanzi e curiosità storiche di tutte le nazioni, qui portait si bien son nom et autorisait tout un chacun à se livrer à sa passion pour la fiction. Face à ce flot ininterrompu de journaux, de magazines et de livres qui se déversent sur l'Europe au moment où la révolution industrielle en modifie la physionomie, où la vitesse et le progrès semblent en mesure de gagner tous les esprits, les élites religieuses, sociales et politiques ont réagi en tentant d'entraver ou de freiner le mouvement. Dès 1759, en condamnant l'encyclopédie, puis constamment dans les années 1830-1840, les papes ont rappelé le danger qui guettait le monde moderne. L'abbé Bethléem reprendra ces anathèmes au début du XXe siècle en filant la métaphore du, je cite, « fleuve immense et continu de papier imprimé qui se déverse jour et nuit en notre pays et qui inonde les populations de nos villes, des faubourgs, des campagnes, des hameaux les plus reculés. » En France, après avoir fait de ce thème un sujet de joute politique au Parlement dans les années 1840, il se trouva une majorité de députés pour suivre le représentant légitimiste Henri de Riencer en juillet 1850 et voter un impôt sur les romans qui demeura en vigueur pendant quelques mois. En Angleterre, la taxe sur le papier retarda jusqu'en 1855 l'achat des journaux par les classes défavorisées. Et en Autriche ou en Allemagne, la censure s'abattit sur les lecteurs de cette mauvaise littérature ou encore de ce mauvais genre. L'écrivain Eugène Sue paya pour l'ensemble de ses collègues et au moment où il meurt, réfugié en Savoie en 1857, son dernier roman, Les Mystères du peuple,
est interdit à la vente à Paris et les exemplaires saisis, lacérés et détruits. Si on ajoute qu'à Barcelone, en 1861, l'archevêque de la ville organisera le dernier autodafé de livres et de revues avant ceux du général Franco de 1939, on aura compris que la révolution de l'imprimé, ou plutôt la révolution culturelle provoquée par la lecture des romans dans les années 1830-1860, avait déclenché une sorte de paranoïa chez ceux qui, jusque-là, avaient considéré la lecture comme leur domaine propre ou encore leur chasse gardée. Première partie de mon exposé, je vais explorer avec vous ce que j'appelle un continent de papier. La fureur de lire, Lesewut en allemand, avait précédé l'éclosion de la passion pour le roman feuilleton. Et c'est à propos des suicides qu'aurait provoqué la lecture des souffrances du jeune Werther de Goethe que les élites allemandes s'émurent. L'Angleterre avait connu un engouement comparable avec la publication du roman de Richardson, Pamela, et la France n'avait jamais autant pleuré qu'en parcourant La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Ces faits sont connus et ont donné lieu à de multiples commentaires que le lecteur italien retrouvera aisément dans la Storia della Lettura, dirigée par Guglielmo Cavallo et Roger Chartier chez La Terza il y a 20 ans. Toutefois, vous l'avez compris, le XVIIIe siècle européen, des Lumières à l'aube du romantisme, n'avait pas connu la révolution de l'instruction universelle. Celle-ci démarre en Europe du Nord, en Prusse, en Angleterre et en France entre 1830 et 1850. Et elle ne touche progressivement les autres pays que beaucoup plus tard. L'apparition de la vapeur dans l'imprimerie du Times à Londres en 1811 annonce elle aussi des changements d'époque. C'est en effet la fin de l'imprimerie née avec Gutenberg où des singes et des ours, pour parler comme Balzac dans le roman Illusion perdue, c'est-à-dire des compositeurs et des ouvriers chargés de mettre en branle les lourdes presses à bras, tiraient quelques centaines d'exemplaires d'un livre totalement dépendant de l'agilité manuelle des compositeurs et de la vigueur musculaire des ouvriers à la presse. Avec l'introduction de la vapeur dans les ateliers autour de 1820-1830, puis de l'électricité et du pétrole vers 1880-1890, l'invention des machines rotatives vers 1850 et des linotypes 30 ans plus tard, le même livre peut désormais être tiré à 50 000 exemplaires en quelques heures, voire davantage, et cela à un coût inférieur à ce qu'il était 20 ans ou 40 ans plus tôt. Quelques exemples permettent d'illustrer l'ampleur de ces mutations. Madame Bovary de Gustave Flaubert a été publiée directement dans une série de volumes vendus à un prix très bas, 1 franc de 1857, 5 € d'aujourd'hui pour chacun des 2 tomes de ce roman. Son entrée dans la collection Michel Lévy, un ancêtre du livre de poche, permit à l'éditeur de vendre 25 000 exemplaires en un an. 6 ans plus tard, Ernest Renan, un penseur qui avait osé comparer le Christ à un homme incomparable, si grand que certains l'appellent Dieu, Renan voyait sa vie de Jésus s'arracher à 168 000 exemplaires en 18 mois. 30 ans plus tard, les romans d'Émile Zola seront tirés à 80 000 ou 100 000 exemplaires après le succès de l'Assommoir et de Nana. Quant à Pierre Loti, il vendra 500 000 exemplaires de Pêcheurs d'Islande dans la nouvelle collection illustrée des éditions Kallman-Lévy à 0 francs 75 entre 1907 et 1919. Manifestement, ces chiffres montrent qu'on a changé d'époque et aucune équivalence sérieuse ne peut être proposée
entre la fureur de lire du XVIIIe siècle, qui ne touchait en fait que les élites urbaines et féminines les plus éduquées du continent européen, et le raz-de-marée populaire observé après 1850 ou encore davantage après 1880. C'est ce tsunami qui conduisit les ouvrières et les employés de la Belle Époque, qu'a étudié Anne-Marie Thiès il y a une trentaine d'années, à découper dans le journal de leur mari les feuilletons qu'elles cousent sommairement au point de surjet pour en faire des livres ou des équivalents des livres, et à s'échanger avec délice ces traces de leur entrée dans la modernité ou encore de leur acculturation au monde industriel. On soulignera encore l'importance de ce phénomène en nous référant à l'Atlante del Romanzo Europeo de Franco Moretti, paru en l'an 2000. Ce chercheur, original et créatif, a dessiné une sorte de géographie de la littérature européenne et il a tenté de cartographier ce mouvement qui affecta tout le monde développé. Sans surprise, Alexandre Dumas et Charles Dickens apparaissent comme les deux romanciers les plus lus. Mais c'est le premier, Alexandre Dumas, qui fut le plus traduit au XIXe siècle. Et c'est le succès international du roman français qui transforma la ville de Paris, je cite Moretti, en une sorte de Hollywood du XIXe siècle. Un marché littéraire international avait vu le jour, renforçant le pouvoir des centres sur les périphéries, de l'Angleterre sur les parties du monde lisant et parlant anglais, et de la France sur le reste de la planète. Paris, en effet, imprimait alors ses livres en français, mais également en espagnol et en portugais, à destination de toute l'Amérique latine. Et une partie des élites mondiales, la fameuse classe de loisirs du sociologue Thorstein Veblen, mettait son point d'honneur à découvrir la littérature mondiale, anglaise, russe ou scandinave, à partir des traductions des œuvres en français. L'omniprésence des traductions en langue française ou à partir du français a frappé tous les observateurs, et elle se vérifie aussi bien en regardant les catalogues qui composent le Gabinette Reale de Leitura de Rio de Janeiro aujourd'hui que les fonds du Gremio Literario de Belém, cette capitale de l'Amazonie qui, au temps du rush du caoutchouc en 1870-1880, construisait une salle d'opéra digne de ses concurrentes italiennes et s'adonnait dans le même temps à la lecture des romanciers à la mode, prouvant à sa manière que la mondialisation n'a pas débuté à la fin du XXe siècle. Dès la découverte de l'Amérique, les bateaux à voile reliaient entre eux les deux hémisphères, comme l'a remarquablement montré Serge Gruzinski dans un livre qui a fait date, Les 4 parties du monde. Et seuls des économistes incultes peuvent encore ignorer ces évidences. Pour ne pas alourdir la démonstration et accabler ces moines soldats de l'économie libérale qui sont persuadés qu'en dehors de leur discipline, il n'y a pas de salut, rappelons simplement que la maison Garnier Frères de Paris entretenait des succursales de sa société jumelle, Garnier Hermanos, tant à Paris pour les livres publiés en espagnol qu'à Mexico et à Buenos Aires, et enfin qu'à Rio de Janeiro. Dès 1845, la librairie Garnier Frères de Paris avait ouvert la Livraria Garnier Irmãos, qui, jusqu'en 1914, fut la principale maison d'édition du Brésil. À partir de 1841, le journal El Correo de Ultramar, imprimé en espagnol à Paris, pour le compte d'un éditeur cubain demeurant à La Havane. Ce journal était diffusé dans toute l'Amérique latine et il proposait la lecture des romans d'Alexandre Dumas en français et en traduction castillane juxtaposée à ses lecteurs.
les bateaux à voile puis à vapeur qui chargeaient les ballots de livres et de journaux au Havre, à Lorient, Bordeaux ou encore à Marseille, partaient ensuite pour l'île de Cuba, puis ravitaillaient le golfe du Mexique et New Orleans, tandis que d'autres steamers faisaient route vers Recife, Bahia, Rio de Janeiro, Montevideo et Buenos Aires, avant de passer dans l'océan Pacifique et de remonter sur Valparaiso, Lima ou Carthagène. Par rapport à la rapidité des ondes d'aujourd'hui et d'Internet, on dira qu'il fallait alors 3 semaines à 8 semaines pour connaître la mode de Paris en Amérique, ou encore les dernières toilettes aperçues aux courses d'Epsom à côté de Londres ou aux Tuileries en France, ou pour lire Le Comte de Monte Cristo, Les Misérables et bientôt Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Comme l'a montré Donald Sassoon dans The Culture of the Europeans, on assista bien alors à une nationalisation et à une internationalisation des héros de la culture populaire, et ce sont des faits marquants de l'histoire du XIXe siècle. La croissance du nombre de titres publiés en Allemagne, 10 000 titres en 1870, 20 000 en 1890, 35 000 en 1913, ou encore en France, 10 000 titres en 1855, 20 000 en 1880, 32 000 en 1913. Ces chiffres confirment la capacité des industries culturelles, je dis bien industries culturelles, à atteindre presque toutes les couches sociales et à imposer un besoin de lire aussi puissant que le besoin de manger et de boire. Tel était du moins le rêve utopiste d'un grand éditeur parisien, Michel Lévy, et cette ambition traduisait l'euphorie qui accompagnait la croissance vertigineuse de la consommation de papier en Europe et en Amérique du Nord. Même en Italie, le nombre de titres imprimés a progressé à vive allure, passant d'environ 2000 titres en 1820 à 8000 titres en 1890, ce qui est de très loin supérieur à l'Espagne, qui ne semble pas avoir dépassé le cap des 2000 titres nouveaux au début du XXe siècle. Les courbes enregistrées par le tirage des journaux périodiques, quotidiens, hebdomadaires, qu'ils soient nationaux ou régionaux, spécialisés pour les femmes ou la jeunesse, ou en fonction des goûts et des curiosités des abonnés, ces courbes sont encore plus impressionnantes. Pour ne donner qu'un exemple chiffré de ces phénomènes, je dirais que la ville de Paris consommait en moyenne 100 tonnes de papier journal chaque jour à la fin du XIXe siècle. Mais au plus fort de l'affaire Dreyfus, une de ces guerres de papier qui marqua durablement les esprits, la ville de Paris consomma le double, 200 tonnes de papier. Qu'il s'agisse d'insulter et de martyriser symboliquement le capitaine injustement condamné, ou au contraire de dénoncer le verdict inique et de réclamer la révision de son procès, on imprimait des milliers de brochures, de journaux et de livres, de cartes postales, de tracts et d'objets les plus divers. Cette fièvre, loin de demeurer cantonnée à la ville de Paris, sortait de l'Hexagone pour incendier le continent, l'Italie, l'Angleterre, la Prusse ou l'Autriche, n'échappant pas à cet embrasement qui fit plusieurs morts en Algérie et plusieurs centaines de blessés en France métropolitaine. Depuis la publication d'Oncle Tom's Cabin dans toutes les langues continentales, au début des années 1850, les industries culturelles confirmaient leur capacité à atteindre les points les plus reculés de l'univers et à faire partager certaines émotions aux publics les plus variés. Le Comte de Monte Cristo avait montré la voie, les Mystères de Paris également, qui furent à l'origine de dizaines de volumes intitulés
les mystères de Londres, les mystères de Lisbonne ou encore les mystères de Montevideo. De même, le livre intitulé « Les Français peints par eux-mêmes » avait suscité à Mexico, avant 1848, la publication de Los Mexicanos Pintos por sí mismos. Harriet Beecher Stowe profita de l'indignation qui accompagnait la survivance de l'esclavage dans certaines régions du monde, et son roman inspira drames, tableaux et autres adaptations qui firent de la figure de l'oncle Tom une figure familière à tout un chacun. Il en sera bientôt de même de Cosette, l'héroïne des Misérables, de David Copperfield, le héros de Dickens, et bientôt de Huckleberry Finn ou encore de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin, tous personnages qui, non contents de connaître une destinée universelle en feuilleton et en livre, étaient dessinés, reproduits sur tous les supports possibles, affiches, bandeaux, écharpes, châles, verres, cendriers, avant que le cinématographe ne leur offre une nouvelle destinée. Au moment où, en 1912, un éditeur allemand réclame, invente les distributeurs automatiques de livres et les installe dans les gares, les hôpitaux, les paquebots transatlantiques, où déjà il y avait des bibliothèques pour vendre des livres, et dans bien d'autres lieux ouverts au public, l'industrialisation de la culture est une réalité à laquelle rien ne semble pouvoir résister. Comme on le sait, tout a véritablement démarré à Londres en 1848, lorsque l'éditeur Henry Smith a ouvert dans la station ferroviaire d'Euston son premier kiosque destiné à vendre des journaux et des livres. Louis Hachette l'a imité 5 ans plus tard, en mars 1853, et il est allé beaucoup plus loin, en négociant avec toutes les compagnies ferroviaires françaises un véritable monopole sur la distribution des imprimés dans les gares. Avec plus d'1 millier de dépôts dans les gares françaises en 1900, il était en mesure d'inonder les provinces en périodiques et en livres, et dès 1860, il avait imposé son magazine Le Tour du Monde comme le type de l'illustré apte à satisfaire la soif de connaissance qui s'emparait de fractions de plus en plus larges de la population. En revendant ses clichés aux journaux italiens, espagnols, anglais et allemands, il était en mesure d'imposer au monde un certain regard sur l'univers et de contribuer de la sorte, si ce n'est à l'uniformisation des visions, ce serait exagéré, du moins à une certaine homogénéisation des représentations humaines. Avec l'arrivée du cirque de Buffalo Bill en Europe en 1889, ce sont les Indiens d'Amérique qui traversent l'océan pour montrer leurs peintures de guerre et leurs exceptionnelles qualités de cavaliers. Les journaux illustrés de la firme Eichler de Dresden en Allemagne abreuvent, après 1906, tout le continent européen avec ces images qui vont ultérieurement faciliter l'arrivée de la culture western. Pour le moment, ce sont les journaux offerts aux adolescents qui préparent ces hybridations culturelles, ces hybridations de la culture mondiale dans laquelle les figures de l'autre revêtent trop souvent le visage du monstre ou du sauvage qui inocule dans l'imaginaire du lecteur la crainte ou la haine de l'étranger. Deuxième et dernier point, des peurs des élites aux hantises des lecteurs. Vous l'avez vu en introduction, ce sont les papes Clément XIII au XVIIIe siècle et Grégoire XVI au XIXe qui ont cédé au fantasme du torrent inondant le monde, et ils ont fortement contribué à la multiplication des métaphores, assimilant la prolifération des imprimés à un fleuve de boue se répandant à vive allure sur toute la chrétienté. Leur vision apocalyptique et certes traditionnelle de cette Église romaine
qui est persuadé qu'un complot vise à la détruire depuis que les philosophes des Lumières et les francs-maçons semblent s'être unis pour l'écraser au milieu du XIXe siècle. Cette vision mérite toutefois qu'on s'y arrête, même si elle est en grande partie fantasmatique. Selon les papes, en effet, ce ne sont pas seulement les villes, mais les campagnes, les villages et les hameaux les plus reculés qui sont touchés par la circulation accélérée des imprimés. Sans doute s'appuie-t-il ici sur une lecture trop rapide d'un livre important, rédigé par un jésuite originaire de Suisse, Nicolas de Disbach, et intitulé « Le chrétien catholique, inviolablement attaché à sa religion ». Publié à Turin, mais en français, en 1771, cet essai tournait pourtant le dos à la position qui avait dominé le monde catholique et selon laquelle la lecture était néfaste parce qu'elle détournait l'homme de la seule occupation qui vaille, se préparer à une bonne mort et gagner le salut éternel. Pour ce jésuite, au parcours tout à fait étonnant, il était né luthérien, il avait été marié avant de perdre sa femme et d'abjurer la foi protestante. Pour ce jésuite, l'Église devait comprendre que la soif de lecture touchait désormais la majorité des êtres humains. Plutôt par conséquent que d'interdire le contact avec les livres, il fallait privilégier les bonnes lectures. Et pour lutter à armes égales avec le cabinet de lecture, un assommoir bien plus dangereux que le cabaret des villes ou l'auberge des campagnes, il fallait créer partout des bibliothèques circulantes et faire rédiger de bons livres par les âmes non contaminées par les Lumières et par l'athéisme. Le devoir du chrétien ne consistait donc pas à freiner la circulation des livres, mais au contraire à la faciliter afin de construire des barrages efficaces contre la dissémination des mauvais livres. À l'origine du courant qui produira cette littérature édifiante dont l'éditeur Jules Hetzel disait qu'il s'agissait d'une sorte de tisane littéraire absolument écœurante, Nicolas de Disbach partageait les craintes de ses supérieurs quant au danger que les mauvais livres faisaient courir aux fidèles. Mais il avait conservé de son contact avec les religions réformées la certitude que le principe de la lecture est saint. Un roman, Fabiola ou l'Église des catacombes, du cardinal Wiseman, mis en vente en Angleterre en 1854 et bientôt traduit dans toutes les langues européennes, se situera dans la droite ligne de cet effort pour produire de bons livres. Mais le pape Grégoire XVI avait préféré retenir du livre de Nicolas de Disbach l'idée que le monde était menacé par le flot des livres impies. C'était d'ailleurs ce que ses prédécesseurs avaient déclaré depuis qu'en 1759, le pape Clément XIII avait fait inscrire l'encyclopédie à l'index Librorum Prohibitorum et que les œuvres de Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert et d'Holbach étaient interdites aux catholiques sous peine de péché mortel. En France, l'index des livres interdits n'était pas reçu avant 1852 et il ne s'imposait donc pas aux fidèles, car les évêques français demeuraient gallicans. Mais en dehors de la France, l'index avait force de loi. Loin de se faire silencieuse au XIXe siècle, la congrégation de l'index allait s'en prendre à la littérature et elle allait peu à peu délaisser la théologie qui l'avait davantage occupée dans les siècles précédents. En 1863-1864, au moment où le pape Pio IX publie à la fois l'encyclique Quanta Cura et le syllabus, le catalogue des erreurs du monde moderne, l'essentiel de la littérature française est entré à l'index auquel les évêques français ont désormais accepté de se soumettre. De Balzac à Zola, c'est l'ensemble d'une littérature, de Balzac à Zola en passant par Alexandre Dumas père et son fils, Flaubert, George Sand, Stendhal, c'est toute une littérature qui symbolise la vague déferlante à la fois du romantisme et du réalisme qui est frappée et condamnée
en termes d'autant plus violents à mon sens qu'elle est lue dans le monde entier et pas simplement là où elle a été publiée initialement. L'ouverture des archives de l'Index Librorum Prohibitorum à Rome en 1998 a permis aux chercheurs de disposer désormais des pièces des procès et de comprendre pourquoi la peur du livre avait armé le bras des censeurs. Plutôt que d'écouter Nicolas de Diesbach et ceux qui, avec l'œuvre des bons livres apparue en 1820, s'efforçaient de contribuer à la circulation des bons livres, l'orthodoxie du livre se faisant le garant en quelque sorte de l'orthopraxie des lecteurs, ceux qui redoutaient ce monde dans lequel la technique et l'économie favorisaient la croissance de l'imprimé, maniaient l'anathème en prédisant les flammes de l'enfer à ceux qui liraient les mauvais livres. Le cardinal Wiseman, vous l'avez vu, se situait à l'opposé de cette vision apocalyptique, et avec lui, tous les éditeurs catholiques qui essayaient de contribuer à l'édification des croyants tout en les divertissant. De ce fait, de très nombreuses bibliothèques chrétiennes furent publiées par des dizaines d'éditeurs catholiques. En France, c'est la maison MAM qui exercera l'influence la plus profonde sur les jeunes lecteurs en leur donnant à lire la prose du chanoine Schmitt et celle de tous ces écrivains aujourd'hui oubliés, parmi lesquels on trouve la grand-mère du général de Gaulle. Grand-mère du général de Gaulle, auteur de romans édifiants pour la jeunesse au XIXe siècle. Je ne sais pas si elle a eu une véritable influence sur son petit-fils, je ferme la parenthèse. Les œuvres de ces romanciers et romancières vers gonfler le fond des bibliothèques paroissiales qui sont nées à la fin des années 1830 et qui ont cru jusqu'au début du XXe siècle pour décroître après la Deuxième Guerre mondiale. En lançant en 1933 le concours destiné à récompenser les meilleurs romans anti-bolcheviques, le pape Pie XI demeurait fidèle à cette opération de reconquête des esprits, une véritable reconquista. Toutefois, les résultats de ce concours, proclamé en 1936, ne furent pas à la hauteur des espérances, et il faudra attendre 1948 et la publication du célèbre Don Camillo de Giovanni Guareschi pour voir un véritable roman digne de ce nom et maniant l'antibolchevisme avec humour atteindre le grand public. On se tromperait gravement si on imaginait que seule l'Église catholique participa à ces guerres de papier au XIXe ou au XXe siècle. Les églises protestantes ne furent pas en reste, et les luthériens, les calvinistes, les anglicans, les baptistes et autres églises réformées prirent toute leur part dans ce combat. La diffusion exceptionnelle de Pilgrim Progress, traduit en plus de 200 langues africaines et asiatiques, témoigne de la vigueur de l'œuvre missionnaire à une époque où les impérialismes se disputent également la domination des âmes des peuples colonisés. Au-delà de ces centres de propagande religieuse, les laïcs partagèrent souvent les craintes des évêques et des pasteurs, et la polémique qui entoura l'avènement du roman feuilleton pénétra à la Chambre des députés en France dans les années 1840-1848. Sous la monarchie, et elle rebondit sous la Deuxième République en 1850, jusqu'à aboutir à ce fameux amendement Riancé qui imposa un impôt sur les journaux qui contenaient des extraits ou des feuilletons, des extraits de romans ou des feuilletons. Au même moment, la publication des œuvres complètes illustrées de Victor Hugo, George Sand, Eugène Sue et Balzac, en fascicules de 16 pages, vendus 20 centimes, 1 euro d'aujourd'hui, mettait le feu aux poudres et déclenchait un débat d'une telle violence que l'empereur Napoléon III décidait de contrôler la totalité du système qu'on appelle le colportage, la vente des livres et des journaux par des libraires itinérants
qui alimentent les campagnes en imprimés de toute nature. Voulue par un gouvernement dictatorial, cette législation qui enserra le colportage pendant 20 ans contribua fortement à la régression de ce système de mise en vente des livres. La progression concomitante du chemin de fer permit de faire parvenir d'autres journaux et d'autres volumes aux bourgades les plus reculées et elle contribua à la centralisation de l'édition française à Paris et par ce biais à la nationalisation de la littérature de grande consommation. Si les républicains n'avaient pas eu de mots assez durs pour flétrir les lois réactionnaires de Bonaparte, ils se méfiaient pourtant tout autant de la littérature populaire et ils redoutaient également sa prolifération. Le débat à propos du roman à 4 sous, débat apparu en 1848 et condamné à disparaître après l'adoption des lois de répression du colportage, ce débat éclaire singulièrement la vision du camp laïque, républicain et même en partie du camp socialiste. Tous persuadés eux aussi que la femme, l'ouvrier, le peuple sont de grands enfants et qu'ils doivent être dirigés dans leur lecture, ces mentors, animés des meilleures intentions, n'étaient pas loin d'éprouver les mêmes angoisses que les cléricaux et de partager leur vision fantasmagorique à propos des mauvais livres, des mauvais genres et des mauvaises lectures. Comment comprendrait-on sans cela que le roman n'ait obtenu droit de cité dans les bibliothèques communales et dans les bibliothèques populaires qu'à la toute fin du XIXe siècle, ou même beaucoup plus tard, et que pour se voir délivrer un volume de fiction, le lecteur, l'emprunteur, ait dû, jusqu'au milieu du XXe siècle, prendre en même temps 2 ou 3 livres jugés plus sérieux. Que ce soit à Genève ou à Paris, à Berlin ou à Londres, à Rome ou à Gênes, les mêmes règles non écrites régissaient la constitution du catalogue des bibliothèques publiques. Pire, dans les circulating libraries qui pullulent en Angleterre et qui sont le mode d'accès privilégié à la lecture des classes moyennes. Dans ces cabinets de lecture à l'anglaise, une censure implicite du même ordre aboutit à éloigner des lecteurs tous les livres susceptibles de heurter la morale victorienne. Face à l'offensive menée par les écrivains dont l'imagination mélodramatique, selon la très belle formule de l'historien américain Peter Brooks, face à cette offensive qui séduit les 2 hémisphères, les tenants du rigorisme et de l'éducation morale des masses se retrouvent tous unis pour flétrir le Victor Hugo des Misérables, l'Alexandre Dumas du Comte de Monte Cristo, le Charles Dickens des aventures de Mr. Pickwick et bien entendu l'Émile Zola de l'Assommoir et de Germinal. Face à cette invasion de romans excitant l'imaginaire et les passions, du moins si on accepte de suivre un moment ces phobies, il fallait interdire, condamner, menacer pour garantir l'ordre social. En effet, si le lecteur du XIXe siècle accordait du crédit à ceux qui dénonçaient la misère et l'exploitation de l'homme par l'homme, si d'aventure il se mettait à suivre Eugène Sue ou son héros, le prince Rodolphe, Victor Hugo et Marius, entraînés sur les barricades du cloître Saint-Méry, ou encore Émile Zola, transformant le mineur Étienne Lantier en meneur entraînant ses frères sur le chemin de la grève et de la révolte, alors il serait de plus en plus difficile de maintenir les barrières qui séparaient les classes sociales. Persuadé par ailleurs, comme l'abbé Bethléem, auteur en 1904 d'un guide de lecture intitulé « Romans à lire et romans à proscrire », qui connut 11 éditions et un tirage de 140 000 exemplaires, tous vendus, persuadé que le lecteur non éduqué est atteint d'une maladie, le bovarisme, et qu'il ne peut lire de façon critique un roman ou une nouvelle,
ces entrepreneurs de morale, laïque ou religieuse, développaient une argumentation tout à fait comparable. Redoutant eux aussi la marée déferlante qui culmine à la veille de la Première Guerre mondiale, quand Arsène Lupin est un gentleman cambrioleur dont les affiches et le cinéma vantent les exploits, et que la littérature policière commence à confondre héros et bandits, ces éducateurs refusent d'autoriser le lecteur à se faire son propre guide en matière de divertissement, d'entertainment, comme on dirait aujourd'hui. Alors que la démocratie semble s'imposer comme le modèle de régime politique un peu partout dans le monde, et que même les monarchies et les empires doivent accepter l'expression composée avec l'expression du suffrage universel, qui signifie que chaque électeur dispose d'une voix équivalente et est considéré comme apte à choisir son candidat, on refuse au lecteur la même liberté. Comme le dira avec force cet abbé Bethléem, dont la revue des lectures est lue dans les années 1930 dans 132 pays et influence le jugement des éducateurs en France, en Italie, en Espagne, au Québec, en Uruguay, au Brésil, aux États-Unis, où l'adoption du code ACE par les compagnies cinématographiques de Hollywood fut le fruit d'un long travail des élus catholiques dans un pays pourtant majoritairement protestant. C'est au père de famille qu'il convient de surveiller les lectures de sa femme, de ses enfants et de ses domestiques. Ordonné prêtre en 1894, l'ecclésiastique français avait vécu l'apparition des collections de livres à bas prix, tirés à 50 000 ou 100 000 exemplaires, comme un véritable cauchemar. Il avait tout tenté pour endiguer l'océan des mauvais livres et éclairer ses contemporains, tel un phare dans l'océan ou une vigie attentive aux dangers qui guettaient les navigateurs d'un genre nouveau qui s'aventuraient sur des mers inhospitalières. Aimant à filer ces métaphores empruntées à l'Évangile et aux prophètes de l'Ancien Testament, notamment Isaïe, l'abbé Bethléem finit par convaincre ses adversaires de toujours, les républicains radicaux et même les socialistes, qu'il n'était nullement un esprit obscurci par la peur du démon. À la veille de sa mort, survenue en 1940, l'adoption par le gouvernement français d'un code de la famille, instituant, je cite, une commission spéciale consultative du livre, rendait compte du ralliement de la gauche aux visions de la droite catholique. La bande dessinée était en train de remporter une victoire décisive en matière de lecture de la jeunesse, et les comic books américains, comme les fumetti italiens, tous apparus dans l'espace européen dans les années 1930, y étaient pour quelque chose. La littérature sentimentale, les romans de gare, comme on disait avec mépris, la littérature sentimentale avait elle aussi trouvé sa place dans l'imaginaire féminin, et le genre policier avait les faveurs du public masculin, ce qui faisait redouter une dégradation de l'esprit civique et un affaissement soudain de la morale. Pour beaucoup d'observateurs, c'était le résultat de l'insuffisance du contrôle des industries culturelles, et il appartenait aux États de réagir s'ils ne voulaient pas s'abîmer dans un déclin qui semblait guetter inexorablement les vieilles nations. La Deuxième Guerre mondiale mit un terme provisoire à ces débats, mais ils réapparurent au lendemain de la libération du joug nazi et des fascismes, preuve de la prégnance de ces visions qui étaient nées dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors même qu'à l'époque, le fleuve de livres n'était guère qu'un ruisseau abreuvant les rares lectrices susceptibles de s'adonner à ce plaisir. Quand les grandes marées apportèrent leur flot d'imprimés 100 ans plus tard, l'arsenal idéologique était prêt à être utilisé et il déborda du camp qui en avait forgé l'argumentaire vers les milieux qui lui étaient en apparence les plus farouchement hostiles. Et je conclus. Valérie Larbaud a donné à un recueil d'articles publié en 1925
domaine anglais, le sous-titre « Ce vice impunit la lecture ». C'est un titre trompeur et ambigu. Loin d'avoir été considéré comme une activité bénéfique et d'être encouragé par les familles comme une voie d'accès privilégiée à la réussite scolaire et universitaire, la lecture fut, vous venez de le voir, l'objet de censures multiples, innombrables et durables. Il fallut bien des changements et l'arrivée dans le paysage culturel d'autres objets de crainte, le cinéma, la télévision, la console vidéo, puis les dérivés de l'écran plat, les tablettes et autres smartphones, pour que le livre finisse par rallier tous les suffrages des éducateurs. La fureur de lire avait été dénoncée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand elle ne concernait qu'une minorité de lectrices. Mais le XIXe siècle attisa les angoisses en autorisant une telle croissance de l'imprimé que les contemporains ressentirent l'impression d'être submergés par un océan de publications. Pour introduire un peu de distance critique par rapport à ces fantasmes, je rappellerai ici que le grand éditeur italien Arnaldo Mondadori, qui débuta dans le métier d'imprimeur en 1907, ne disposait que d'une presse à bras, exactement comme celle qu'utilisaient les compagnons de Gutenberg. Et il attendit 1910 pour acheter sa première presse automatique. L'Espagne, le Portugal, comme l'Italie, n'avaient pas encore entamé leur réforme de l'instruction universelle, même si, dans l'Italie du Nord, dans la plaine du Pô, comme en Catalogne, les industries culturelles étaient déjà une réalité bien vivante avant 1914. On l'a dit en ne retenant que deux exemples significatifs. Carolina Invernizio et Benito Pérez Galdós témoignent à leur façon de l'universalité du phénomène de la littérature industrielle. Reproduisant des schémas étrangers, mais en les nationalisant pour mieux les faire accepter, ces écrivains illustrent cette forme de mondialisation que connut le XIXe siècle. Dès 1830, des esprits aussi éclairés que Charles Nodier redoutaient les conséquences de la multiplication des volumes, et en 1839, le critique Augustin Sainte-Beuve publiait son célèbre cri d'alarme de la littérature industrielle en stigmatisant, en montrant du doigt Dumas et Balzac, les deux artificiers qui menaçaient de transformer les belles lettres en littérature industrielle. 15 ans plus tard, les frères Goncourt s'indignaient devant le spectacle qu'offraient les premières bibliothèques de gare de Louis Hachette, car à leurs yeux, les collections de livres à bas prix offraient de quoi lire pour 20 sous, un franc ou une lire de l'époque, ce qui représentait une régression absolue. Un peu plus tard encore, quand l'éditeur Artem Fayard lança sa collection Le Livre populaire en 1905, où parurent les exploits de Fantomas à la veille de la Première Guerre mondiale, d'autres imprécateurs fustigèrent la prétention de ces mercantis, ces marchands, à gaver le lecteur comme dans le Périgord on gave une oie. Le 7e art, le cinéma, le 8e art, la télévision, et le 9e art, la bande dessinée, ont à leur tour été l'objet des anathèmes les plus divers. Mais on retiendra ici cette étrange numérotation des arts qui place la bande dessinée, pourtant apparue avant le cinématographe et avant la télévision, à la 9e place et non pas à la 7e. C'est sans doute la preuve d'une reconnaissance très tardive faite à un mauvais genre qui mit près d'un siècle à s'imposer. Jean-Paul Sartre a raconté cette histoire avec humour dans son autobiographie « Les mots ». Quand son grand-père, professeur agrégé d'allemand, découvrit que son petit-fils lisait les exploits des pieds nickelés dans le magazine pour enfants L'Épatant, il en conclut que son rejeton était un crétin dont il ne tirerait jamais rien. On pourrait épiloguer à l'infini
sur cette peur de l'imprimé qui renferme en elle une part de la malédiction qui pèse sur l'homme en Occident, du moins dans l'Occident judéo-chrétien, puisque le travail auquel il a été condamné exclut le loisir et la distraction, la lecture ne pouvait être vécue que comme un vice à châtier sévèrement. Il devait revenir à un diacre de l'église anglicane, Charles Ludwig Dodgson, plus connu sous le pseudonyme de Lewis Carroll, de conseiller aux enfants de suivre Alice et de passer de l'autre côté du miroir pour subvertir le monde et échapper aux règles étouffantes des éducateurs. Publié en 1871, mais véritablement universel 100 ans plus tard, ce récit plein de saveur et de mystère nous rappelle utilement que le XIXe siècle fut sans conteste celui qui vit la multiplication des livres et des journaux. 10 ans après Lewis Carroll, c'est un Italien, Carlo Collodi, qui publiait Les Avventure di Pinocchio, Storia di un burattino, ce conte qui fait du mensonge un des attributs de l'enfance, autre manière d'inverser les codes et de laisser aux bambini et aux ragazzi le soin de trouver eux-mêmes leur voie au milieu d'un océan de livres, de récits et de contes. Grazie. Merci pour votre passionnant e magnifique exposé. Grazie a tutti e ancora una volta grazie per l'intervento. Buongiorno a tutti, le conferenze del pomeriggio iniziano alle ore 15. In archivio storico abbiamo Forme del Tempo, Walter Benjamin e la Scuola di Francoforte di Giacomo Marramao. Sempre alle ore 15 in Sala Liguria la conferenza Quando il cinema cambia la storia di Annalisa Tota. E nella Sala del Maggior Consiglio, sempre alle ore 15, Cos'è l'industria culturale? Miti e realtà, tenuta da Alberto Abruzzese.